fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. Je vous livre ici une prédiction, qui comme toutes les prédictions n'engage que celles et ceux qui les énoncent. Je vous fiche mon billet que la prochaine présidentielle, dont on voit déjà poindre le bout du nez, va en grande partie tourner autour des questions d'immigration. La faute à la pression très forte que mettent sur le sujet la droite et l'extrême droite, qui contraignent la plupart des autres formations politiques à réagir, à s'aligner ou à s'indigner. Et dans les débats, vous verrez, là aussi c'est une prédiction, on va brandir à tout va un terme qui devient de plus en plus récurrent, celui de remigration. Un étendard de l'extrême droite, tendance identitaire, qui aime au moins autant cette expression qu'elle adore celle de grand remplacement qu'elle nous a tout autant imposée. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot et ce projet de remigration, si ce n'est une façon polie et détournée de dire déportation ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour discuter de cette obsession pour la remigration qui agite l'extrême droite en France, mais aussi en Europe et même, on le voit avec Trump, aux États-Unis, je suis allé en discuter avec celle qui connaît sans doute le mieux la mouvance identitaire, la chercheuse en sciences politiques Marion Jacquet-Vaillant, maîtresse de conférences à l'université Paris-Panthéon-Assas. Elle vient de signer un livre indispensable pour qui veut comprendre cet acteur à la fois marginal et décisif de notre vie publique actuelle. Ça s'appelle Les Identitaires, enquête aux marges du politique. Le livre est dispo aux éditions Classique Garnier. J'ai commencé par lui poser une question, finalement toute simple. C'est quoi la remigration ? C'est une question qui peut paraître très basique et qui en fait est un peu au cœur du problème parce que selon à qui vous parlez, la définition de la remigration sera pas tout à fait la même. Donc le plus simple en fait c'est vraiment de considérer que c'est un terme qui existe, qui circule dans le débat public depuis le début des années 2010, 2012, 2014 en particulier, qui circule et qui du coup au gré de ces circulations et de ces appropriations va aussi changer de sens. Donc initialement, ce terme, dans le débat public français, il est importé par le mouvement identitaire français, donc globalement des gens qui sont liés soit au bloc identitaire, soit à Génération identitaire, et qui vont l'importer en France à partir d'un terme qui saisissent dans le débat public belge, qui est en fait un terme qui est un peu inventé par le Vlaams Belang, qui est un parti flamand, et qui en fait parle en 2011, de mémoire, en novembre 2011, d'une remigratie-campagne. Pardonnez mon accent néerlandais, et qui du coup évoque cette campagne de remigration à un moment où ils sont en Turquie, et ils disent aux Belges de Turquie, vous pouvez rentrer chez vous. On organise cette remigration-campagne, vous pouvez rentrer en Turquie et vous pourrez vivre selon votre culture, etc., etc. Et donc en fait, Novo Press, qui est l'agence de presse entre guillemets du bloc identitaire, se fait l'écho de cette proposition et traduit remigration-campagne par remigration. Et donc c'est un peu les premières occurrences qu'on voit circuler dans le débat public français, sachant que remigration initialement c'est un terme tout à fait neutre qui servait juste à qualifier un flux de retour dans le pays d'origine de personnes qui par ailleurs avaient immigré, quoi, et qui là pour le coup était tout à fait neutre et juste un qualificatif. Et donc eux font cette première appropriation et à partir de là ils vont commencer à politiser ce terme et à lui donner un sens qui va être beaucoup plus précis, qu'on voit se construire progressivement. Moi, la toute première fois que j'entends ce terme dans la bouche d'un militant, c'est en 2014. Je suis en train de faire mes premiers terrains de recherche sur le bloc identitaire en Île-de-France et j'ai un militant qui me dit, un cadre du bloc identitaire qui me dit « Nous, notre objectif, aujourd'hui, c'est de pousser ce terme, la remigration, et je vais t'expliquer ce que c'est. » Et en fait, à partir de là, vraiment, ce terme monte. C'est-à-dire, en fait, ils vont organiser une campagne, ils vont organiser les assises de la remigration, ils vont organiser des manifestations pour la remigration, et on voit vraiment qu'il y a une campagne politique qui est menée autour de ça. Ça va donner lieu à une publication, ils vont écrire en fait un genre de programme, les 30 mesures pour la remigration, et eux en fait vont construire du coup autour de ce terme tout un programme politique. La façon dont ils le présentent, c'est de dire en fait pour une fois on n'est pas en train de critiquer quelque chose, c'est plus l'extrême droite qui dit l'immigration c'est pas bien, c'est l'extrême droite qui propose une solution. Et ça du coup ça leur permet de s'ériger un peu en modèle aussi, presque comme un think tank en fait, qui pour une fois fait une proposition politique et pas juste dans la critique simple du terme. À partir de là, ça va circuler assez largement. Donc, pour les identitaires, la remigration, ça consiste sommairement à faire en sorte, par différents moyens, d'où les 30 mesures, que toutes les personnes issues de l'immigration présentes sur le territoire français, qu'elles aient ou pas la nationalité française, retournent sur leur terre d'origine, ce qui parfois fait des origines assez lointaines en réalité. Mais on voit bien que dans le débat public, ça évolue. Si on prend
la façon dont Éric Zemmour l'a utilisé, par exemple, en 2022 dans son programme, lui, il vise pas tout à fait la même population. On le voyait, par exemple, dans la communication qu'il avait faite juste après la publication de son programme, il disait « ce sont des étrangers délinquants » ou des étrangers criminels, etc., etc. Donc, c'est pas tout à fait la même population. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, lui, continuait à dire que l'assimilation était possible. Ce qui n'est pas du tout envisageable pour les identitaires qui considèrent qu'en fait, l'assimilation, c'est un arrachement à l'identité d'origine. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de glissement, en fait, autour de ce terme, qu'à chaque fois qu'on l'entend dans la bouche d'un acteur politique, il va lui donner un sens qui lui est propre, qui correspond aussi au reste de son idéologie. Il va viser une population précise qui correspond en fait à ceux qui veulent voir partir. Et donc du coup, c'est très difficile de donner une définition définitive. Ça qualifie toutes ces possibilités par différents moyens de faire repartir des gens dont on estime qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà, je vais pour synthétiser un peu. Justement, la circulation de ce terme, elle s'est faite dans toutes les extrêmes droites européennes et même internationales, puisqu'on en retrouve des déclinaisons un petit peu partout maintenant dans les différents mouvements à travers la planète. Oui, parce qu'en fait, justement, c'est venu apporter une réponse à une peur qui s'était aussi globalisée, qui est en fait la question du grand remplacement. Comme pour la remigration, la notion du prétendu grand remplacement a été importée dans le débat public par des idéologues de la droite radicale. C'est l'écrivain Renaud Camus qui a donné son nom à cette théorie assez ancienne au sein de l'extrême droite qui veut que le monde européen blanc serait sous la menace d'un effacement au profit d'une immigration venue d'ailleurs, essentiellement d'Afrique. Malgré les nombreuses réfutations scientifiques, politiques, médiatiques dont il a fait l'objet, le terme continue d'être employé même par des candidats prétendument gaullistes à la présidentielle. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et en fait, les identitaires ont dit « Ok, donc nous, on est tous d'accord maintenant sur le fait qu'il y a un grand remplacement, que c'est une réalité objective contre laquelle on veut lutter. » Bon. Et ben maintenant, nous, on vous propose quelque chose pour répondre au grand remplacement. Et ça, c'est la remigration. Et en fait, c'est aussi ce qui explique cette circulation très intense. C'est-à-dire, si grand remplacement a réussi aussi bien à circuler, c'est logique que la solution grand remplacement circule elle aussi très très bien. Et puis comme c'est un terme très malléable, comme je disais, ça a permis aussi cette circulation et ces appropriations un peu diverses et variées à travers la planète. Comme il n'y a pas de définition définitive du terme, en fait ça permet à chacun de se l'approprier et de dire pour nous la remigration c'est ça. Ce qu'on mettrait derrière c'est ça. Et du coup ça donne lieu à des appropriations très très variées. Je suis pas sûre que Donald Trump ait tout à fait connaissance des 30 mesures pour la politique de remigration des identitaires et pourtant lui aussi utilise ce terme. Donc c'est ça aussi qui rend la circulation possible. L'un des aspects de son succès actuel, c'est aussi sa circulation médiatique. Et là aussi, on peut y voir une stratégie certainement de la part des identitaires de saturer l'espace médiatique et d'aller comme ça imposer leur vocabulaire aussi, c'est-à-dire le champ lexical qu'ils ont choisi d'appliquer à ce que eux considèrent comme étant une priorité politique. Ça fait partie des objectifs qui se donnaient, intellectuels, stratégiques, de court, moyen, long terme. Eux se considèrent comme des éveilleurs de peuple, des aiguillons politiques, c'est des termes qu'ils utilisent. Et donc, ils ont pour objectif d'orienter les mentalités au global et en particulier de peser sur les lignes des partis politiques. C'est ça leurs deux objectifs. Après, eux, ils le disent, peu importe le parti politique en réalité. Il y a eu plusieurs épisodes préalables avant la remigration où ils s'étaient déjà réjouis de petits succès. C'est ce qu'ils appelaient les petites victoires. Il y a beaucoup de terminologies qui reviennent dans la bouche des militants. Moi, quand je leur parle, j'ai fait une 50aine d'entretiens avec eux. L'idée que on n'attend pas le grand soir, mais on attend les petites victoires. Ça fait vraiment partie de ça. Et parmi ces petites victoires, il y en a certaines qui sont marquantes pendant l'histoire du mouvement. Ils mentionnent par exemple la question du racisme anti-blanc, qui avait été un mot-clé aussi qu'ils avaient beaucoup poussé. Ils se sont réjouis, pareil, au milieu des années 2010, du fait que Jean-François Copé avait évoqué cette question du racisme anti-blanc sur les médias. Je ne vois pas au nom de quoi SOS Racisme me dirait de choisir de quel racisme on a le droit de parler et de celui dont on n'a pas le droit de parler. D'ailleurs, la xénophobie, l'antisémitisme, la lutte contre les intégrismes et aussi la lutte contre le racisme anti-blanc qui, dans certains quartiers, se manifeste par un regard, une agression, une insulte et qui donne envie à certains nombre de nos compatriotes de fuir le quartier où ils habitent. Puis il y en a eu d'autres, en fait. Par exemple, ils avaient évoqué à plusieurs reprises la question de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Et quand ça a été évoqué par François Hollande, donc là on voit que c'est même à gauche, là pour le coup ils avaient aussi fait une campagne en disant voilà c'est très bien, bravo François Hollande, nous sommes ravis, c'est une excellente idée, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on le propose, donc voilà. Et donc on voit bien en fait que eux leur objectif c'est de faire ça, c'est de
pousser des thématiques, de pousser des idées et de les voir réappropriées. Donc pour eux, c'est pas du tout une défaite en fait. Faut vraiment avoir ça à l'idée. Ils ont pas du tout perdu parce qu'on reprend leurs thématiques et qu'on les dévoie un petit peu, parce qu'on les atténue peut-être un petit peu, parce que ça a pas exactement le même sens. Au contraire, pour eux, c'est une victoire politique de voir que leur terme est repris par des grands partis, par des moyens partis, si on parle d'Éric Zemmour, dans des programmes politiques, en tout cas débattus dans le débat public français. Il faut quand même se rendre compte que on était en 2022 aux dernières élections présidentielles. Ils avaient lancé leur campagne en 2014, 8 ans de travail autour de cette terminologie finissent par une question sur BFM TV à Marine Le Pen lui demandant de se positionner sur la remigration. J'ai toujours été en désaccord profond avec ce concept. Alors il semblerait... Est-ce qu'il est raciste selon vous ? Non, mais il semblerait que ce concept-là, Éric Zemmour, puisque c'est lui qui l'utilise, il veut faire un ministère de la remigration, qu'il l'ait fait évoluer. Je ne sais pas exactement quel est le périmètre qu'il lui donne aujourd'hui, mais je sais ce qu'il contenait quand il a été créé, ce concept de rémigration. Et moi, j'y suis opposé. Quand on demande à un candidat de se positionner sur un terme, sur un thème, c'est quand même aussi une façon de lui donner de la légitimité, directement ou indirectement, de la part des journalistes, même si c'est pour faire en sorte qu'ils s'en dédient. Il y a quand même aussi ce travail-là qui est réalisé. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a fait ça. Elle a dit non, alors pour moi, c'est pas un thème républicain, c'est pas possible de s'en servir, etc., etc. Et donc, stratégie de distinction vis-à-vis d'Éric Zemmour. L'un étant présenté comme plus radical parce qu'il utilise le terme, elle se décalant de la radicalité parce qu'elle refuse de l'utiliser. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur la notion de grand remplacement et qu'on a retrouvé avec remigration. Ce qui n'empêche pas la thématique centrale de circuler assez allègrement au sein notamment du Rassemblement national. Avec cette idée, ce qui est assez intéressant à voir quand on creuse les positions de l'extrême droite par rapport à ces questions, et notamment la question de l'immigration, c'est de voir le shift opérer entre un rejet total de l'immigration qui serait incompatible et une espèce de conversion à une forme d'ethno-différentialisme où on dit en gros les cultures se valent, il n'y a pas de problème, mais par contre ces gens-là seraient bien plus heureux chez eux. Sous-entendu, pas ici. Alors, l'ethno-différentialisme, c'est vraiment le pilier idéologique en fait des identitaires. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'on peut parler d'identitaire. Donc c'est l'idée effectivement que à chaque peuple correspond une culture, qu'à chaque peuple correspond une terre, et qu'en fait il y a une espèce d'homogénéité nécessaire entre le peuple, la culture et sa terre. Sous-entendu, implicitement et même explicitement dans les discours des militants, déraciner un individu, donc l'extraire de sa terre ou l'éloigner de sa culture, c'est produire chez lui aussi une forme de violence en fait identitaire. Il y a vraiment cette idée-là qui est défendue initialement par le GRES à partir des années 70. Le GRES, c'est le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. C'est la matrice du courant identitaire, à savoir un think tank créé en 1969, autour notamment du philosophe d'extrême droite Alain de Benoît. Le but du GRES, c'était d'influencer le débat public pour rendre le contexte français global favorable à ces idées ultra-radicales, notamment concernant la politique migratoire, dont le GRES est un adversaire acharné. Alors après, ce qui fait toujours un peu une tension quand même, c'est que pour les identitaires, vraiment, du fait de cet ethno-différentialisme un peu intact, pur et parfait qu'on trouve encore chez eux, l'assimilation reste vraiment un impensé, une impossibilité totale. Dans les partis politiques aujourd'hui, et là pour le coup on peut pas savoir si c'est par honnêteté, par stratégie, voilà, ils reconnaissent quand même la possibilité d'intégrer des gens, d'assimiler des gens à la culture française. Donc il reste quand même toujours cette distance-là que les identitaires regrettent explicitement. Si pendant la dernière campagne présidentielle en 2022, ils avaient produit un petit document pour noter les candidats de droite. Donc ils avaient pris Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, et ils avaient noté leur programme pour dire lequel était le plus compatible avec les identitaires. Et ils avaient regretté, même chez Éric Zemmour, que Éric Zemmour garde cette allégeance à l'assimilation. Donc on voit bien que même pour eux, ça va pas assez loin, quoi. La reprise du terme ne suffit pas tout à fait à être identitaire parfaitement. Donc il y a toujours cette distance-là qui se joue. Après, en interne, dans les partis, les discussions sont un petit peu différentes. Ce qui, moi, m'intéresse aussi dans ce terme de remigration et les discussions qu'il génère, c'est que j'ai l'impression que c'est une manière de charger positivement, en tout cas de présenter de manière positive ou polie, une politique qui, si elle devait être mise en place, serait d'une intense violence
Et en fait, que remigration, pour le dire très clairement, c'est une manière polie de dire déportation. Alors, et là, pour le coup, je vais me référer vraiment à leur programme. Hein. Dans le programme des identitaires, le premier point, c'est couper les pompes aspirantes. Donc là, on voit dans quel imaginaire on se positionne. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens ne viennent pas. Donc de limiter les aides, de limiter l'accès aux logements sociaux pour les personnes étrangères, de limiter l'accès au travail pour les personnes étrangères aussi, etc., etc. Donc il y avait toute cette dimension-là. Et après, la deuxième partie, c'était de rendre la France un peu désagréable pour ceux qui ne s'étaient pas assimilés à la culture française. Par exemple, en rendant impossible le port du voile, en limitant la nourriture halal, enfin en interdisant en fait même la pratique de l'abattage halal, etc., etc., etc. Bon. Et donc là, l'idée c'était, en fait, on va faire en sorte que les gens ne viennent plus, faire en sorte qu'ils repartent d'eux-mêmes. Et puis, troisième étape, là, pour le coup, il faudra peut-être organiser le départ de certains. Et ce départ, il s'organise de manière bilatérale. Donc là, c'était, on va faire des accords internationaux avec des pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants binationaux, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'atténuation de la charge et d'atténuation de la violence que ça pourrait représenter, mais qui est, à mon sens, dans le troisième plan qui discute, on peut mal imaginer que des gens qui n'auraient pas voulu partir quand on leur a rendu la vie très désagréable partiraient en disant « Ah bon, bah alors maintenant vous voulez que je prenne un avion, très bien. » Bon. Donc là, c'est un peu un inconnu, en fait, ce qui pourrait se produire et la façon dont ils le mettraient en œuvre. Parce que pour le coup, ils sont pas du tout explicites sur les moyens qu'ils mobiliseraient effectivement pour mettre en œuvre cette politique. Je suis pas sûre que dans l'esprit des partis politiques, même ceux qui défendent cette politique, il y ait vraiment, ils aient pensé, en fait, les formes concrètes que ça pourrait prendre. Ce qui fait que forcément, ça laisse imaginer toutes les possibilités, y compris une déportation de masse, etc., etc. Mais là, pour le coup, on est un peu encore dans l'inconnu, heureusement. Ce que ça vient aussi souligner, c'est que il y a toujours un décalage entre la façade médiatique et linguistique qu'emploient notamment désormais les partis d'extrême droite, qui ont cette plasticité-là qui leur permet de se trimballer avec, on l'a dit, des termes un peu faciles à reprendre, qui rentrent dans le langage courant, et la réalité de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Et on l'a vu récemment lors du Forum pour la remigration qui a eu lieu au Portugal, où en gros il y avait, semble-t-il, une dichotomie énorme entre ce que l'on voulait bien dire à la presse et au grand public et ce que l'on se disait réellement entre militants ultranationalistes. Mais en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette malléabilité du terme. C'est-à-dire, elle permet à la fois de dire non mais nous on prône juste une remigration pacifique, c'est juste un terme qui est pratique parce que ça permet de mettre en musique tout un paquet de mesures qu'on pourra ensuite mettre en œuvre. Et puis, la façon dont c'est perçu, compris en interne par les militants, y compris par les militants de la base, en fait. Hein. C'est aussi ça, parce que le potentiel de radicalité, il est aussi là. C'est souvent dans les marges, en fait, qu'on le trouve. Et je pense que pour le coup, les perceptions, compréhensions sont très variables et variées. C'est-à-dire, quand on a des militants qui tweetent remigration immédiate avec tous les moyens de transport possibles, une voiture, un avion, un train, une soucoupe volante, maintenant, c'est devenu leur nouveau gimmick avec aussi la référence implicite à Trump et à son site pour les aliens. Si vous avez raté ce moment surréaliste du second mandat Trump, je ne vous blâme pas, il y en a un tous les 2 jours, c'est pas facile à suivre. À la fin du mois de mai, l'administration a dévoilé le site internet aliens.gov. Tout le monde supposait qu'il s'agissait d'une initiative liée à la déclassification des archives de l'État américain sur les observations d'OVNI, publiées quelques semaines plus tôt, sauf que non. Le site reprend certes toutes les caractéristiques des films de SF, parle d'invasions venues d'ailleurs, de visiteurs qui se promènent incognito au milieu des Américains, pour finir par désigner ces fameux aliens, les étrangers en situation irrégulière, que la Maison-Blanche appelle à expulser massivement. On voit bien que ces appropriations, elles peuvent être parfois beaucoup plus radicales que la façon dont le programme est écrit, quoi. Voilà. Il y a tout cet éventail possible face auquel nous, en tant que chercheurs, on est un peu interdits parce qu'en fait, on sait pas trop ce qui pourrait se produire vraiment. Et ça, pour le coup, ça, je peux pas le préjuger. Alors après, le terme remigration, il n'est pas pensé pour être une parfaite atténuation. C'est-à-dire, c'est une atténuation pour les gens qui globalement seraient d'accord avec, qui du coup n'utiliseraient pas d'autres termes. En revanche, pour les opposants politiques, il est pensé parce qu'il peut provoquer un choc et scandaliser. La scandalisation, c'est un ressort de notoriété pour le mouvement qui est hyper fort pour les identitaires. Dans le cas de Génération Identitaire, ça a été un des principaux ressorts de la médiatisation et de la notoriété de ce mouvement historiquement. L'acte de baptême, je dis pas l'acte de naissance, que l'acte de naissance, l'organisation était déjà née, mais l'acte de baptême de Génération Identitaire, donc en octobre 2012, quand ils montent sur le toit de la mosquée de Poitiers. Il s'appelle Génération Identitaire et ce matin vers 6h, ils ont envahi la mosquée de Poitiers.
une mosquée pour marquer leur opposition à ce qu'ils appellent l'islamisation de la France, une date, 732, pour rappeler l'année où Charles Martel a arrêté la conquête musulmane à Poitiers. C'est un moment de scandalisation de l'opinion publique. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, se positionne immédiatement en direct sur BFM TV pour dénoncer l'action sur la mosquée, etc. Proposer pour la première fois, alors qu'ils viennent juste de naître, la dissolution de Génération Identitaire. Donc, on voit bien que cette scandalisation a toujours servi au mouvement comme un ressort de mise en lumière de ces thématiques. Sur la remigration, c'est la même chose en fait. Très intensément, c'est aussi parce que les opposants politiques se sont mobilisés contre ce terme pour le dénoncer que ce terme a acquis la notoriété qu'il a. Toute cette histoire autour de la remigration, elle vient souligner, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, en gros, la grande influence, qui est peut-être à relativiser, mais en tout cas l'influence qu'a ce mouvement identitaire sur la politique, le discours public politique en général, quand bien même on parle d'un mouvement qui, de fait, reste marginal, petit par sa taille, mais très efficace. Oui, en fait, c'est vraiment... En fait, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans ce mouvement, initialement. Enfin, c'était vraiment l'action de la mosquée de Poitiers en 2012, où je vois ça. Moi, je suis jeune étudiante en sciences politiques. Et je me dis, c'est impressionnant. Ils sont 70 sur un toit et on parle que d'eux sur BFM TV. Comment font-ils ? Sachant que c'était des techniques en fait qu'ils n'ont pas inventées, c'est des techniques qui avaient été utilisées notamment par Greenpeace, des assos de ce type. Et en fait, ce qui était intéressant dans mes recherches, c'était de me rendre compte que eux avaient pris ces associations comme point d'inspiration. J'ai même un militant qui m'a dit explicitement, nous, on est le Greenpeace de la droite nationale. Donc il y a vraiment cette idée-là qu'on va se réapproprier les moyens de l'adversaire en fait pour mettre en lumière nos idées. Bon, ça fait partie déjà de leur stratégie un peu pensée, consciente, etc. C'est pas forcément facile pour eux. Et ça, c'est vrai que c'était aussi un point sur lequel j'étais pas forcément au clair au début de mes recherches. Mais en fait, ils ont eu affaire à une forme d'opposition en interne au mouvement parce que certaines personnes considéraient que c'était des moyens de gauchistes, en fait, et qu'on pouvait pas faire ça. Que c'était pas tout à fait respectueux de l'ordre, tout ça. Bon. Et donc, du coup, il a fallu aussi convaincre une partie des militants que c'était une bonne façon de militer. Une fois que c'était fait, effectivement, ils ont eu une espèce de très forte capacité, à la fois parce qu'il y a eu une forme de professionnalisation du mouvement sur le plan de la communication politique, à la fois parce que la diffusion européenne, c'est-à-dire très très rapidement, Génération Identitaire a réussi à s'installer à la fois en Allemagne, en Autriche, en Italie, et peu à peu aussi dans d'autres pays, y compris par exemple en Hongrie, en Tchéquie, Slovaquie, en Royaume-Uni, etc. On voit bien, ça leur a donné une forme de légitimité aussi sur le plan européen pour s'exprimer, ça leur a donné des moyens supplémentaires, des capacités à faire des levées de fonds. C'est à la fois l'histoire d'un mouvement qui avait toujours eu cette intention, l'histoire d'un mouvement qui a réussi à mettre en œuvre sur le plan de l'organisation une capacité organisationnelle assez forte, une professionnalisation de la communication aussi en parallèle, et puis en fait des bons coups médiatiques, si je peux le dire comme ça. L'action à la mosquée de Poitiers, ça leur a donné tout de suite une très forte visibilité. Ensuite, il y avait eu l'action dans les Alpes aussi, qui avait quand même eu un très fort retentissement. En avril 2018, Génération Identitaire s'installe à la frontière franco-italienne dans les Alpes, dans le col de l'Échelle, un lieu de passage fréquenté par les migrants. Ils y déploient une banderole pour dénoncer le trop grand laxisme, selon eux, des autorités vis-à-vis de l'immigration et bloquent symboliquement le passage. Un coup de com' d'autant plus retentissant qu'il intervenait en plein pendant des débats très vifs à l'Assemblée nationale sur la loi Asile-Immigration. Là, on voit qu'il y a une forme de professionnalisation, et la professionnalisation, elle se constate aussi sur le choix du moment auquel ils font cette action, puisque en fait, au moment où ils font l'action, l'Assemblée nationale est en plein débat sur la loi Asile-Immigration, et donc en fait, immédiatement, l'action est non seulement médiatisée, mais aussi reprise dans l'Assemblée nationale. Donc on voit bien cette espèce de professionnalisation au long cours, qui explique aussi pourquoi beaucoup de cadres identitaires ont réussi à intégrer des partis politiques par la suite. Il y a une espèce de rencontre entre deux besoins. C'est-à-dire, en fait, les militants arrivés à un certain âge, c'est pas qu'ils en ont marre de militer, mais ils se rendent bien compte que ça va devenir difficilement compatible avec la progression dans la vie, en fait, une vie de famille, le besoin d'avoir un salaire, des choses qui sont en fait très basiques, mais qu'ils rencontrent eux aussi. Et donc, en fait, ils ont une forme de besoin de s'éloigner de ces pratiques militantes, sans s'éloigner du mouvement, ce qui est toujours un peu un paradoxe aussi avec lequel chacun doit composer. Et puis, de l'autre côté, il y a des partis politiques qui, d'un coup, ont eu une forme d'appel d'air, quoi. Le Rassemblement national, ils ont eu des besoins, à la fois dans des mairies en 2014, quand ils en conquièrent quelques-unes, puis au Parlement européen, où il a fallu recruter aussi des assistants parlementaires, puis etc., etc. On sait la difficulté des partis aujourd'hui à avoir des militants de terrain, c'est compliqué. Les identitaires
faisait déjà un peu partie de cet univers militant qui entourait le Front National, c'est-à-dire qui donnait un coup de main en fait, mais comme le font tous les militants radicaux de toutes les tendances confondues au moment des élections, c'est-à-dire on choisit son candidat et on va coller parce qu'en fait on sait coller et que les autres savent pas coller. Et donc du coup il y avait déjà un peu des pratiques de cet ordre-là qui existaient autour du parti. Et en fait au moment où il y a eu cet appel d'air, il y a des militants qui ont dit je vais y aller. Parce qu'effectivement, je sais gérer la com sur les réseaux sociaux, on m'a appris à faire des vidéos, on m'a appris parce qu'il y avait toute cette dimension de formation militante qui était extrêmement fortement investie par les identitaires, beaucoup plus que dans certains partis politiques en réalité, à la fois sur le plan, disons, de prise de parole, de formalisation des idées, de capacité à répondre à la presse, etc., rédaction de communiqués de presse, etc., tout ça. Des affiches, la com sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il y avait quand même ce package un peu de formation qui faisait partie de la formation de base des militants, qui faisait à la fois dans leur fédération et au moment de l'université d'été, où là, pour le coup, il y avait un peu la rencontre de tous les militants investis et où en fait, ils se formaient aussi entre eux. Donc il y avait cette dimension-là. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été pris en général dans les équipes. C'était pas forcément pour être le collaborateur qui rédige les amendements, c'était plus pour être le collaborateur qui fait la com. Et donc du coup, ça leur a donné une forme de légitimité. Et puis ils avaient une très forte légitimité dans la mouvance en fait. Sur ce plan-là, c'était les identitaires, ils sont bons en com, donc on peut les recruter pour ça. Et effectivement, le Rassemblement national n'avait pas les ressources en interne pour avoir autant de petites mains, quoi. Donc il y a eu cette rencontre entre deux besoins, le besoin de certains de grandir et de passer à un autre âge du militantisme, et le besoin d'un parti de recruter. Et ça s'est produit au même moment, donc ça a fait des étincelles. En fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle en sciences politiques un milieu partisan, qui est finalement assez classique. C'est intéressant de le souligner. Moi, c'était un de mes points de départ de la thèse, en fait, de montrer aussi que les outils qu'on utilisait communément sur les autres parties du champ politique pouvaient s'appliquer dans le cas de l'extrême droite, et qu'on n'avait pas forcément besoin d'isoler une ultra-droite, entre guillemets, de l'extrême droite, etc. Et que du coup, ça formait bien un champ dans lequel ça circule assez logiquement, dans lequel on a même ce qu'on appelle, alors là, je vais utiliser les gros mots, mais du multipositionnement, de la multipositionnalité, c'est-à-dire en fait des gens qui, soit au même moment, vont être positionnés simultanément dans plusieurs partis, participer une fois à une action de génération identitaire, une fois aller coller avec le Rassemblement national, etc., mais aussi dans le temps. C'est en fait des gens qui vont, dans leur évolution, dans leur carrière militante, passer par divers types d'engagements. Parfois, il y en a qui ont commencé au Front National et puis après, ils se rendent compte que au Front National, en fait, entre deux élections, il se passe rien. Ça les intéresse pas de rien faire. Et donc, du coup, où il y a que des vieux. Voilà, par exemple, ça fait partie des trucs. Oui, entre deux élections, en fait, au Front National, c'est des réunions de Tupperware, quoi. Donc, c'est pas marrant. Donc, du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était militer. Donc, ils vont chercher, en fait, un groupe militant à rejoindre. Et donc, ça circule. Les gens font des allers-retours, etc. Et donc, ça, c'est vraiment le propre d'un milieu partisan. Ça, ce qu'on observe à gauche, ce qu'on observe dans la droite classique aussi. Et donc on se rend bien compte qu'en fait il y a cette espèce de circulation un peu permanente, à la fois de militants, d'idées, de ressources aussi. Voilà, c'est vraiment, il faut penser ça comme un petit milieu un peu clos dans lequel les gens se déplacent, circulent, échangent, se connaissent, parce que ça reste aussi en plus un petit milieu. Les identitaires, des militants, ce qu'ils appellent eux des militants actifs, c'est-à-dire des gens qui militent toutes les semaines, etc. C'est de l'ordre de quelques centaines de personnes, 100, 150, 200 personnes en France. Et puis même quand on regarde leurs adhérents, c'est quelques milliers de personnes au pic du mouvement. Donc c'est vraiment un tout petit nombre de personnes. Ça faut vraiment l'avoir à l'esprit, parce que du coup même la question de leur poids électoral, en fait, elle est dérisoire par rapport à 47 millions d'électeurs. Donc il y a tous ces ordres de grandeur là qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Quand on se dit ça et qu'on se rend compte de l'influence qu'ils ont, y compris sur des partis qui pèsent davantage, en fait ça montre aussi un peu leur force de frappe, quoi, on va dire, entre guillemets. Et pour mieux comprendre les mécaniques et le fonctionnement de cette mouvance, je vous renvoie au livre de notre invité Marion Jacquet-Vaillant, que je remercie pour son temps et ses réponses, Les Identitaires, enquête aux marges du politique. Il vient juste de paraître aux éditions Classiques Garnier. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. Octave Bautier a réalisé cet épisode et Charlotte Bex l'a préparé. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.